Salut. Hier j'étais en train de parler avec mes deux meilleures amies simultanément dans deux conversations bien distinctes. Et en fait il y a la même thématique qui est revenue. Et en fait ça nous a vraiment fait rire de se moquer de nous en fait, avec beaucoup d'autodérision, de nos mécanismes de déni. Et je me suis dit que j'avais bien envie de te faire une vidéo et de te raconter mes petites phases de déni que j'ai eues en fait. Donc le déni, pour ceux qui savent pas, c'est, tu sais, cette situation où souvent la situation est évidente pour tout le monde autour de toi, sauf pour toi. Et toi en fait, tu vas mais très sincèrement, te mentir à toi-même, tu es persuadé que la situation n'est pas celle qui est réellement en fait. Je pense qu'un exemple un peu bateau et cliché, ça va être la personne qui se fait tromper par son conjoint ou son partenaire. Et en fait, la personne qui est trompée, elle va être persuadée que non, son partenaire ne la trompe pas. Et en fait, les personnes autour d'elle vont bien voir que, bah si, en fait, le partenaire, il a clairement un comportement... Enfin, ça se voit que peut-être il est un peu en chasse ou qu'elle est en chasse. Enfin, ça se sent en fait, ça se voit, et même peut-être que le partenaire qui trompe se cache à peine en fait. Parce que d'un certain côté, il a peut-être aussi envie que ça se sache, tu vois, parce que peut-être que ça percerait un abcès dans le couple ou quelque chose comme ça. Mais la personne qui est trompée, en fait, elle va se dire non, c'est son caractère un peu taquin avec les femmes, ou c'est son caractère avenant avec les hommes, tu vois. Et en fait, la personne va pas forcément réussir en fait à affronter la vérité. Et souvent, ce qu'il y a derrière, je suis pas psychologue, mais de ce que j'ai compris du déni, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est en fait, la vérité est un petit peu trop douloureuse à regarder en face, et donc du coup on se ment à nous-mêmes en fait pour se protéger. Donc voilà, donc c'est humain, c'est normal, je pense qu'on fait tous du déni à différents niveaux de notre vie, et c'est ok, voilà. Sauf que je trouve que, enfin moi en tout cas pour moi, ça a souvent été un peu la honte de me rendre compte que je faisais du déni. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'avais envie de sortir un petit peu au grand jour mes petites phases de déni. Alors la première qui me vient à l'esprit, c'est quand je suis arrivée au Danemark. Donc là en ce moment je vis au Danemark depuis 5 ans. Ça va faire bientôt 5 ans. Et en fait, quand je suis arrivée au Danemark, j'étais dans une résidence universitaire pendant 6 mois. Et en fait, là-bas, c'était un petit peu ambiance colonie de vacances, même si on était tous là, soit des étudiants, soit des chercheurs en petit contrat, tu vois, pour travailler. Il y avait quand même un peu une ambiance colonie de vacances. Le fait, je pense, qu'on vivait tous ensemble, qu'on partageait la cuisine, qu'on était dans une nouvelle ville, qu'on était un peu tous déracinés en fait, ça a vraiment créé une ambiance de fête, de joie, de légèreté. Et en fait, on sortait énormément. Et c'est à l'époque que j'ai rencontré une de mes meilleures amies aujourd'hui. Et en fait, ça nous arrivait quand même toutes les semaines de boire de l'alcool. Et donc du coup, ma pote que j'ai rencontrée là-bas, elle m'a connue quand je buvais de l'alcool. Mais après, je buvais pas énormément d'alcool, j'ai jamais vraiment aimé ça, mais voilà, je buvais quand même du vin, ça m'arrivait d'être un peu pompette, tu vois, voilà quoi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je ne suis pas en train de vous influencer à boire de l'alcool. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis de plus en plus rapprochée du burn-out, parce que j'avais un rythme de vie qui était pas hyper sain, je dormais pas assez, je mangeais souvent à l'extérieur, donc c'était pas forcément des produits, même si j'essayais d'avoir quand même un bon rythme de vie. Je pense que les produits quand même à l'extérieur, c'est pas la même qualité que t'achètes à l'extérieur, tu vois, en nourriture importée. C'est pas la même qualité que la nourriture que tu peux te faire toi à la maison, tu vois, ils rajoutent beaucoup de sel, beaucoup d'exhausteurs de goût. Et puis je travaillais beaucoup trop parce que j'étais en début de thèse, et je pense que c'est un des écueils assez classiques de l'étudiant en thèse, c'est de travailler beaucoup trop sur la première année, et moi c'est ce que j'ai fait. Et donc petit à petit je me suis rapprochée du burn-out. Et en fait il y a eu plusieurs signes avant-coureurs de ce burn-out que j'ai pas du tout, que j'ai vu,
mais que j'ai pas du tout identifié comme des signes de pré-burnout. Et notamment l'un des signes en fait c'est que j'arrivais plus à boire de l'alcool. En fait l'alcool m'écœurait, genre vraiment ça me donnait tout de suite la nausée. Et en fait quand ma pote avec beaucoup de bienveillance m'a fait remarquer c'est marrant tu bois plus d'alcool et tout, au lieu en fait d'admettre que peut-être il y avait un souci, peut-être que ma santé en fait était en train de décliner, peut-être qu'il y avait un problème tu vois dans ma vie. Moi j'étais vraiment dans une énergie à l'époque, genre tout va bien, je suis une guerrière, je suis invincible, tu vois. Et donc du coup j'étais pas du tout prête à admettre que mon corps était petit à petit en train de me lâcher en fait. Et à l'époque j'étais aussi dans une démarche spirituelle et notamment j'étais vachement imprégnée par beaucoup de documentation, de vidéos, de livres que je consultais sur la spiritualité New Age. Et j'en suis revenue. Maintenant, je me reconnais pas vraiment dans cette spiritualité-là. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'intéressait. Et moi, quand je m'intéresse à un sujet, je vais vraiment à fond dedans. Donc vraiment, j'achetais beaucoup de livres, je regardais beaucoup de vidéos. J'ai commencé à essayer un peu les oracles. Enfin, j'étais à fond dedans. Et avec ma pote, on était à fond dedans toutes les deux. Et en fait, il y avait un discours qui arrivait assez souvent. C'est ce truc de plus en fait tu t'élèves spirituellement, plus en fait il y a une sorte d'un peu de purification. Et franchement maintenant je suis totalement contre ce genre de pensée parce qu'en fait je pense pas qu'on arrive à une purification. Je pense que la terre n'est pas pure, c'est comme ça. Et essayer d'être pur sur terre, c'est un but inatteignable qui juste en fait engendre de la frustration et de la culpabilité parce que c'est pas possible en fait d'être pur, enfin, pour moi. C'est ma nouvelle croyance. Et donc du coup à l'époque j'étais vraiment en train de me dire non mais je suis juste en train de m'élever spirituellement. Et du coup la vibration de l'alcool ne correspond plus à ma vibration de plus en plus pure, énergétique. Et du coup en fait mon corps est juste en train de me dire que je dois rejeter l'alcool. Donc en gros pour moi en fait le fait que j'arrivais plus à tolérer l'alcool et que ça me donnait la nausée, c'était pas du tout le signe que notamment mon foie était engorgé. Non non, c'était surtout le signe que j'étais en train de m'élever spirituellement et que et que du coup mon corps rejetait cette énergie négative, tu vois. Bon voilà. Et du coup on reparlait de ça avec ma pote et elle me dit ouais tu te souviens? J'étais oui oui je me souviens. Le deuxième truc, c'était un peu dans la même énergie, c'était un petit peu avant. En fait, moi j'ai l'impression que j'en suis sortie, mais ça se trouve je suis dans le déni, mais pendant longtemps j'ai été une victime. Genre vraiment, je me suis fait victimiser par notamment une personne de ma famille qui m'a un peu... comment dire? En anglais ça serait shaper, qui m'a un peu formatée, tu vois, à être tout le temps stressée, à tout le temps me sentir coupable, à tout le temps penser que si les choses vont mal, c'est de ma faute. Et donc ça en fait, dans le triangle de Karpman, si tu connais pas en gros, c'est des positions psychologiques en fait que tu vas prendre quand tu interagis avec les autres. Et en fait t'en as trois, t'as celui de la victime, t'as celui du bourreau et t'as celui du sauveur. Donc le sauveur va vouloir sauver la victime va être en dépendance du sauveur, mais en fait il y a un moment où le sauveur, du coup il est un peu intrusif, tu vois, dans la vie de la victime, parce que du coup il va lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse, et donc du coup la victime va un peu se rebeller, et soit la victime va devenir bourreau du sauveur, en reprochant au sauveur que les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer, ou alors le sauveur va devenir bourreau si la victime est pas une bonne victime et suit pas en fait ce que le sauveur veut qu'elle fasse. Donc typiquement voilà, la victime ça va être une personne, je sais pas, par exemple en état de dépression.
Là t'as une pote qui arrive qui dit bah moi je vais te sortir de la dépression. Du coup ce qu'il faut que tu fasses c'est que tous les matins tu te réveilles à 7h du matin et que tu fasses un programme sportif pendant 1 heure. Après tu vas changer ton alimentation, tu vas arrêter de manger des Kinder et maintenant tu vas manger que des jus de fruits et des légumes verts. Et après tu vas penser positif. Bon bah en fait c'est une énorme violence et c'est pas vraiment comme ça que tu vas sortir quelqu'un de la dépression. Donc du coup la victime peut-être qu'à un moment elle peut se laisser un peu engager tu vois par l'énergie du sauveur. Et puis à un moment elle va dire écoute fuck tu vois genre laisse-moi tranquille. Et là le sauveur bah en fait il va pouvoir devenir bourreau en disant ouais bah de toute façon c'est ta faute, si t'es dépressif, tu fais pas ce qu'il faut pour sortir de ta dépression, de toute façon t'es qu'une merde, blablabla. Voilà, typiquement. Donc ce triangle il est pas très sain, il n'y a aucune des positions en fait qui est saine et le but un peu du développement personnel, je pense que c'est mal dit et je pense que je vais regretter cette tournure de phrase dans quelques années quand j'aurai pris plus de recul là-dessus, mais c'est un petit peu d'essayer de sortir aussi du triangle de Karpman et d'arrêter de te positionner soit comme une victime, soit comme un sauveur, soit comme un bourreau, et que voilà les personnes tu vois aient le plein pouvoir de leur vie, de leurs décisions, et que éventuellement on puisse soutenir et accompagner quelqu'un mais pas en fait qu'on prenne des décisions à sa place et pas qu'on juge ses choix de vie et pas quand on est en victime qu'on attende que d'autres personnes fassent les choix pour nous, à notre place, dans notre vie et qu'on se laisse pas porter en fait mais qu'on soit vraiment acteur de notre vie. Et moi pendant très longtemps j'ai été principalement dans l'énergie de la victime. Et donc du coup bah, j'attirais à moi des personnes qui avaient envie d'être sauveurs parce que pour être sauveur il faut avoir une victime ou alors des personnes un peu bourreaux ou un peu les deux tu vois. Et en fait quand j'ai pris conscience de ça je pense que c'était en 2000, à mon avis c'était 2017 2018. Et en fait c'était une époque où j'étais au chômage, j'avais terminé mon master et j'étais en recherche d'une thèse en laboratoire. Et pendant 2 ans, j'ai cherché une thèse en laboratoire et je l'ai pas trouvée. Et je me sentais nulle et je me disais bah de toute façon mon rêve c'est de faire une thèse en laboratoire, mais je suis pas assez intelligente, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, personne veut de moi, enfin voilà, petit caliméro. Et, et finalement, au bout de 2 ans à continuer à chercher une thèse et à continuer à essayer de chercher des financements et des opportunités, j'ai fini par trouver, il y a une opportunité qui s'est débloquée et du coup j'ai fini par trouver une thèse en laboratoire dans un pays en plus qui me faisait rêver qui est le Danemark. Et ça c'était en 2018, 5 ans après, je suis toujours au Danemark, je suis très heureuse, j'ai terminé ma thèse, tout va bien et voilà, donc j'ai réussi à accomplir mon rêve. Et en fait au bout de 2 ans de galère, quand j'ai su que ça y est, j'ai enfin obtenu ma thèse en laboratoire et je pense que j'ai appris que j'avais obtenu ma thèse en mai et j'ai rejoint le Danemark en octobre et j'ai commencé mon contrat en octobre. Donc du coup de mai à octobre j'ai vécu la meilleure période de ma vie parce qu'en fait j'avais très peu de contraintes, j'avais juste un petit boulot qui me permettait d'accumuler le maximum d'argent pour après quand j'arrivais au Danemark en fait avoir un petit pactole qui m'a bien servi parce que le Danemark c'est quand même assez cher et c'est vrai qu'au début bah faut quand même un peu d'argent tu vois pour payer les courses le premier mois avant que tu aies le salaire, enfin il y a plein de frais en fait, je pourrais en parler dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de cette vidéo mais voilà quand tu bouges à l'étranger notamment dans un pays où la vie est plus chère que dans ton pays, il faut avoir quand même pas mal d'argent de côté, donc moi ça m'a servi à ça, mais voilà j'avais la belle vie, j'avais plus cette pression de trouver une thèse, j'avais pas la pression à mon travail parce que de toute façon c'était un petit boulot et je savais que de toute façon j'allais le quitter dans quelques mois. En plus c'était la meilleure période, tu vois, c'était mai-octobre donc c'était le printemps, l'été, le début de l'automne, tu vois, enfin c'était une belle période donc j'ai vraiment vécu la meilleure vie, ma meilleure vie à ce moment-là. Et en fait je me sentais un peu aussi invincible, tu vois, je me sentais dans une énergie où vraiment j'avais l'impression que rien pouvait me résister, ce que je voulais je finissais par l'avoir et j'étais hyper contente. Et en fait je suis allée en septembre, donc un mois avant mon départ, je suis allée consulter une personne qui fait un peu de la guidance, voilà, qui donne un peu des conseils.
Et là en fait, moi j'ai expliqué un petit peu mon passé et j'ai expliqué un petit peu là où je voulais aller en fait. Et voilà, je lui ai demandé un petit peu des conseils, de la guidance. Et en fait le mec m'a dit, mais vraiment avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de gentillesse, et je sais que c'était pas fait pour me blesser, il m'a dit ah oui, c'est vrai que ça sent que vous êtes dans l'énergie de la victime. Et moi à l'époque je pensais que j'en étais sortie, je pensais que c'était fini, tu vois, ces années de galère, de lose, et que là j'étais en mode battante, gagnante, tu vois, que j'avais réussi à accomplir mes objectifs. Et en fait le mec m'a rappelé que non non, ça se sentait toujours que j'étais dans l'énergie de victime. Et ça m'a été utile, ça m'a été vraiment utile, et je le remercie de... Il s'appelle Bernard, et vraiment encore merci à Bernard de m'avoir dit ça, parce que ça m'a fait une petite claque, et ça m'a permis de continuer à me remettre en question et à me dire bah non en fait mon développement personnel, mon introspection psychologique elle est pas terminée, j'ai encore du taf à faire en fait. Et c'est pas parce que là je goûte au succès, à la victoire, et que je me sens bien que en fait je vais rester dans cet état tout le temps en fait. Et il faut quand même que je continue à travailler parce que j'ai encore mes parts d'ombre et mes démons qui sont encore présents, et donc du coup il faut que je continue à être vigilante en fait. Donc ça a été un super bel électrochoc qui m'a donné, mais ça m'a fait tellement mal parce qu'en fait moi j'étais vraiment dans une... J'étais persuadée que j'étais dans l'énergie de la gagnante en fait. Et quand je lui ai raconté mon histoire avec tous les malheurs qui m'étaient arrivés, bah oui en fait je faisais ma petite victime. Mais j'en avais besoin et c'est ok, et il m'a aussi donné beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, et j'en avais besoin parce que je pense que c'est ça aussi quand on est dans l'énergie de la victime, bah en fait on a besoin d'être écouté, on a besoin de douceur, on a besoin que quelqu'un nous dise oh ma pauvre chérie ça a l'air dur quand même, et moi ça me faisait du bien d'entendre ça, donc c'est ok en fait, j'avais besoin de passer par ce stade là dans ma vie et ça m'a permis d'après passer à un autre stade. Mais c'est vrai que voilà, j'étais dans le déni, je pensais que j'étais une superwoman invincible, alors qu'en fait, clairement, ce qui transpirait de mon énergie, c'était plus une petite victime, un petit Calimero quoi. Donc voilà. Et le dernier, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus mal. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, tu vois, le premier que je t'ai raconté avec l'alcool, je pense qu'il a fait mal quand je me suis rendu compte que j'étais dans le gros déni, mais moins mal que celui d'avant où je pensais que j'étais une superwoman et qu'en fait Bernard m'a dit que j'étais une victime, que j'avais une énergie de victime. Et je pense que celui que je vais te raconter là, le troisième, mais du coup dans ma vie chronologiquement, historiquement, ça s'est passé en premier. C'est celui qui m'a fait le plus mal. Et en fait je pense que c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience du déni. C'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que en fait ma perception de ma réalité n'était pas obligatoirement en fait la vraie réalité, et qu'en fait je pouvais moi-même baigner en fait dans du mensonge. Parce que moi en plus, tu sais à l'époque j'arrêtais pas de dire ouais les gens qui mentent, les gens qui disent pas la vérité, j'aime pas ça, moi j'aime la vérité, j'aime être honnête. Et en fait de me rendre compte que moi-même, en fait j'étais une grosse menteuse avec moi-même, et que moi-même je me mentais sur un truc mais énorme, genre vraiment gros comme le nez en plein milieu de la figure. Bah ça fait mal, ça m'a fait vraiment hyper mal à l'ego, c'était hyper douloureux, et ouais en fait je pense qu'à l'époque j'avais 24 ans, et ça m'a vraiment fait une grosse claque dans la gueule, genre vraiment une grosse claque dans la gueule, et je pense que plus ça va, moins c'est douloureux de me rendre compte que je suis dans le déni. Mais je pense aussi parce que mes dénis sont de plus en plus petits en fait, c'est sur des petites choses. Mais là à l'époque en fait c'était sur un truc tellement énorme dans ma vie que ça m'a fait vraiment énormément de mal, et ça a été vraiment difficile à processer, je sais pas si ça se dit en français, à prendre en compte, tu vois. Alors en fait, c'était ma première relation longue et sérieuse. Enfin, j'avais eu une relation avant qui avait duré 1 an et demi, mais c'était vraiment une relation hyper toxique. Je vivais chez mes parents avec un mec qui était hyper instable, qui avait pas d'argent, qui avait 10 ans de plus que moi, que j'entretenais financièrement. Enfin,
Cette histoire était... J'avais 20 ans, il avait 30 ans, il avait pas de travail. Moi je faisais mes études et je travaillais à côté et avec l'argent que je gagnais de mon petit job étudiant, bah en fait je lui payais son alcool parce qu'il était alcoolique. En fait j'étais une sugar mama, je l'entretenais alors qu'il avait 10 ans de plus que moi et que lui juste il passait ses journées à rien faire et que moi en fait j'avais un emploi du temps mais overbooké, surchargé, où je travaillais, j'étais étudiante, après je m'occupais de lui, enfin c'était n'importe quoi, cette relation était vraiment n'importe quoi et je vivais chez mes parents à l'époque et, et c'était une relation bizarre. C'était vraiment une relation bizarre, je sais pas la décrire, mais j'ai du mal à dire que c'est ma première vraie relation. Pour moi, ma première vraie relation, c'est ma relation d'après, où je suis restée pendant 4 ans et demi avec le même mec, il avait le même âge que moi, on vivait ensemble dans son appart parce qu'il avait un super appart quasiment gratos. Et c'est là où vraiment j'ai pu développer une vie de petit couple, enfin tu vois, une petite routine, où j'ai pu m'émanciper un petit peu de mes parents, j'avais 22-24 ans à l'époque, tu vois. Et voilà, et c'est une relation où vraiment, pour moi, c'est ma première vraie relation. Et en fait, j'ai toujours été très critique envers la relation de mes parents, pour moi ça a toujours été une relation extrêmement toxique, mais ma mère s'en rendait pas compte en fait, qu'elle était dans une relation toxique. Et moi j'étais un petit peu à me flatter mon ego en fait, à me dire mais c'est fou, ma mère se rend pas compte à quel point elle est dans une relation toxique, alors que moi je le vois depuis que je suis petite en fait qu'il y a un problème dans cette relation et que ça va pas en fait et que la personne avec qui ma mère est hyper toxique en fait et que enfin ça va pas en fait, tu vois, et que ma mère est pas heureuse mais que ma mère continue à se dire si tout va bien, je suis heureuse, tout va bien, tout va bien. Et moi à côté de ça j'étais dans une relation et pareil en fait à l'époque je me disais bah si je suis très heureuse, mon compagnon de vie est merveilleux, il a plein de qualités, je suis très heureuse, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Sauf qu'en fait tout n'allait pas bien. Déjà, je travaillais énormément parce que j'avais toujours le même rythme hyper soutenu d'être étudiante et à côté de travailler. Et quand je rentrais, je me tapais la 3e journée qui était boniche. Je faisais des petits plats à mon chéri parce que je pensais que c'était mon devoir conjugal. Je me forçais à avoir des rapports sexuels. Du coup, je me forçais à être tout le temps, voilà, épilée, bonasse, belle et tout, tu vois. C'est moi aussi qui me tapais quasiment toutes les tâches de ménage. Et je pensais que c'était normal parce que bah, mon pauvre petit chéri il sait pas faire le ménage donc c'est moi qui vais le faire, enfin voilà. J'étais vraiment dans un délire qui me correspondait pas du tout, qui aujourd'hui je suis hyper contente d'en être sortie, mais voilà. Je suis passée par là parce qu'aussi bah, je reproduisais un petit peu les schémas que j'avais connus, mais pour autant moi j'étais persuadée que j'étais pas du tout en train de reproduire les schémas et j'étais persuadée que ma relation avec mon partenaire avait mais rien à voir avec la relation que mes parents avaient, parce que pour moi c'était clair et net que mon compagnon il était mais à l'opposé total de la personne avec qui ma mère était, du compagnon de ma mère. Et en fait un jour je discutais avec une... mais il y avait quand même des problèmes, notamment j'étais quand même tout le temps malade, mais genre j'avais tout le temps un problème. J'avais énormément de... comment ça s'appelle, d'infections urinaires. Énormément. Franchement j'en avais quasiment tous les mois à une période. J'avais énormément de mal de gorge, de bronchite, j'étais tout le temps des angines, j'avais tout le temps des angines, j'étais tout le temps malade de la gorge. J'avais tout le temps des problèmes donc je t'ai déjà dit, d'infection urinaire. Et puis voilà, j'avais d'autres problèmes, j'avais plus de libido, j'étais en dépression, je pleurais tout le temps mais je savais pas pourquoi, enfin je pensais que c'était que dû à la pilule, mais en fait je pense que oui, la pilule contraceptive a amplifié le phénomène, mais je pense que j'étais pas heureuse et que je me mentais à moi-même en fait. Et et un jour j'étais avec une de mes meilleures potes actuelles et on discutait
Et en fait je disais ah non mais moi je reproduis pas du tout le schéma de mes parents, moi je suis très heureuse, tout va bien, mon partenaire il est très bienveillant avec moi, il me respecte, il est à l'écoute, ça a rien à voir et tout. Et en fait là elle me dit ah bon mais t'es sûre? Et en fait pour elle, qui était de l'extérieur, c'était évident en fait, enfin j'avais plein de signaux qui montraient que non en fait j'étais pas dans une relation saine et épanouissante et qu'en fait j'étais encore dans une relation qui était toxique pour moi en fait. Et, et en fait elle a commencé à me lister les trucs où elle dirait pas que c'est une relation merveilleuse que j'étais en train de vivre parce qu'il y a quand même ça, je me force quand même à avoir des rapports sexuels, à la base j'avais quand même envie de le quitter dès les 6 premiers mois et puis là ça fait quand même 2-3 ans que je suis quand même restée avec lui, que je suis pas heureuse, que je pleure tout le temps, que je fais quand même pas mal de dépression, que j'ai quand même pas mal d'infections urinaires, qu'en décodage biologique ça veut dire que notre espace est pas respecté, qu'il y a un problème de territoire. J'ai quand même énormément de problèmes d'angine. En décodage biologique, ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui est à travers de ma gorge, que j'arrive pas à m'exprimer. Enfin, tu vois, j'ai quand même pas beaucoup confiance en moi et ma relation avec mon partenaire ne me permet pas vraiment de m'épanouir et d'avoir confiance en moi parce que je suis quand même un peu continuellement rabaissée. Et tu vois, elle m'a quand même listé tout ça qui étaient des trucs que que je lui avais dit quand même en fait, tu vois, que je lui avais exprimé en fait. Et je pouvais pas ne pas être d'accord avec elle parce que c'est vrai en fait. Je lui disais oui j'ai tout le temps des infections urinaires, oui j'ai tout le temps des angines, oui je me sens pas soutenue, je me sens souvent rabaissée par mon partenaire, oui il y a ça qui va pas, oui je me force pour un devoir conjugal tu vois, alors que moi j'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel avec mon compagnon mais je me force parce que bah lui ça lui fait plaisir tu vois, enfin plein de trucs comme ça où maintenant je me dis mais cette relation était horrible en fait. Mais à l'époque, c'était tellement mieux que ce que j'avais connu avec le modèle de mes parents ou avec d'autres modèles qui étaient autour de moi, qu'en fait pour moi c'était mais genre l'Éden, le paradis quoi, c'était merveilleux. Et sauf qu'en fait pas du tout, j'étais en gros déni, j'allais pas bien du tout. Et tu sais j'étais ce genre de personne qui est en mode oui tout va bien, tout va bien, tout va bien, je suis en crise de nerfs mais tout va bien tu vois. Et en fait non ça allait pas du tout. Et que ma pote me confronte en fait à la réalité et me laisse pas en fait être dans le mensonge, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été hyper douloureux. Je pense que j'ai dû me faire une petite dépression de quelques mois après ça. D'ailleurs ouais, je sais que j'ai fait une grosse dépression après. Hein. Mais, mais ouais, en fait ça a été un énorme électrochoc et c'est après où j'ai pris la décision. Ça, ça a mis du temps, mais c'est vrai que j'ai pris la décision de changer de vie, de faire plus d'introspection et de développement personnel pour justement pas retomber dans le déni. Et ça fonctionne, hein, franchement, ça fonctionne bien parce que je suis moins en moins dans le déni. Et je te dis, maintenant les dénis, c'est des petits dénis, tu vois, mais c'est pas aussi gros. Et parce que là c'était quand même un pan énorme de ma vie en fait tu vois. Et ça paye en fait, ça paye de faire de l'introspection, ça paye de se poser des questions, de faire du développement personnel, ou y a des gens aussi qui pourraient dire d'avoir une approche un peu philosophique tu vois de la vie et de se questionner, de se remettre en question, de prendre du recul, voilà, d'apprendre en fait à prendre du recul et à parler de soi et à se questionner et à se poser la question est-ce que je suis pas en train de me mentir en fait. Et c'est vrai que ça fait du bien, c'est vrai que c'est chouette. Et voilà, j'avais envie de te partager ces 3 petits moments. Donc là la question que je me pose c'est maintenant quels sont les pans de ma vie, quels sont les sujets dans ma vie où je me mens à moi-même, où je suis dans le déni. Et vu que je suis dans le déni, je pense que je pourrais pas te le dire. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu moins de déni dans ma vie aujourd'hui, j'espère. J'espère que je vais pas regarder cette vidéo dans un an et que je vais me dire oh là là, t'étais tellement dans le déni par rapport à ça. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de te partager ces petits moments.
Et bah, voilà, si t'as envie de partager dans les commentaires, toi, les moments de déni que t'as pu avoir aussi, franchement, ça m'intéresse. Et je trouve que moi, ça me fait énormément de bien, ça me décomplexe énormément en fait d'arriver à avoir de l'autodérision et à me dire, ok, là, j'étais dans l'ego et je me suis prise pour je sais pas quoi. Et ça fait du bien en fait, ça fait redescendre sur terre et ça me rappelle que je suis humaine, que je suis imparfaite, que j'ai pas cette capacité de comprendre tout, que je suis limitée dans mes capacités cérébrales et que le plus dur en fait c'est de voir les choses chez soi en fait. Et voilà, je pense que ça fait du bien et je pense que ça m'aide aussi à avoir de la compassion parce que voilà, je pense qu'on a tous ce collègue ou ce membre de notre famille ou cet ami ou cette amie pardon, qui clairement est dans le déni, qui se ment à lui-même. Et c'est ok, et on est humain et on est tous un peu dans le déni. Et voilà, c'est un mode de protection, c'est un mode de survie, c'est comme ça, notre cerveau fonctionne comme ça en fait. Et bah, on est juste humain. Voilà, je t'embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos.